Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h15 sur Sud Radio, l'invité du petit déjeuner politique, je vous le disais, c'est Yann Brossat, porte-parole du PCF, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, projet de loi immigration, Anne Hidalgo qui revient sur sa promesse de ne pas augmenter les impôts, le Parti communiste qui appelle les Français à réinvestir les ronds-points, on va en parler dans quelques minutes, mais d'abord, c'est donc dans le port militaire de Toulon que va débarquer ce matin l'Ocean Viking et ses 234 migrants, conséquence d'un bras de fer tendu entre la France et l'Italie. Vous saluez aujourd'hui la décision d'Emmanuel Macron? Je pense qu'en réalité, nous n'avions pas le choix et personne ne pouvait concevoir qu'on laisse ce bateau en mer alors qu'il y a 230 personnes dedans, des femmes, des enfants qui attendent depuis des jours. Le seul reproche que j'aurais à faire au gouvernement, c'est d'avoir trop tardé parce que ces personnes ont énormément souffert à bord de ce navire. En tout cas, c'est la seule décision qui était acceptable. Oui, pourtant, le chef de l'État avait refusé dans les mêmes conditions que la France accueille l'Aquarius en 2018. Il y a eu un changement à ce niveau-là? Enfin, sans doute, ça relève de sa responsabilité. À l'époque, d'ailleurs, de l'Aquarius, je me souviens qu'un certain nombre d'élus locaux, déjà d'ailleurs le président de la collectivité de Corse, avait dit qu'ils étaient prêts à laisser l'Aquarius débarquer. Non, mais la réalité, c'est que quand des gens vivent un enfer comme celui-là, quand on a des personnes qui sont en mer, qui risquent leur vie en prenant le bateau, notre responsabilité à nous d'Européens, c'est de leur permettre de débarquer, de souffler, permettre à des gamins d'avoir un peu de dignité. Et donc je pense que c'était la seule décision qui pouvait être prise. Comment vous expliquez alors que ça divise à ce point la classe politique française aujourd'hui, justement, cette question de l'accueil de ce bateau de migrants? Parce qu'il y a beaucoup de démagogie dans cette affaire et que l'extrême droite voudrait nous faire croire que tous les problèmes de la société française sont liés à l'immigration. Enfin, la réalité, c'est que si on a des plans de licenciement aujourd'hui, si les prix explosent dans notre pays avec l'inflation, ça n'est pas de la faute de l'immigration, c'est de la faute de la rapacité d'un système qui fait que les plus riches veulent toujours s'enrichir et que les grosses entreprises cherchent en permanence à engraisser leurs actionnaires. Tout ça ne relève pas de la responsabilité des personnes migrantes qui veulent simplement chercher un refuge chez nous. Il y a une inquiétude en tout cas qui est mise en avant par le Rassemblement national, la droite, celle d'un possible appel d'air pour de futurs accostages. Vous n'avez pas peur vous-même, Yann Brossat, que cet accueil en France crée un précédent? Non, mais quand on a accueilli des personnes ukrainiennes, personne n'a parlé d'appel d'air. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on parle de l'Ukraine, on ne parle pas d'appel d'air, et lorsqu'on parle de personnes qui, en l'occurrence, viennent de Libye, enfin le bateau provenait de Libye, on nous parle d'appel d'air. Il faut voir la situation en Libye. Il faut voir aussi la responsabilité. On n'a pas que des Libyens, oui, on a aussi notamment des Égyptiens. Mais il faut voir la responsabilité de la France dans la situation de la Libye aujourd'hui. Il faut donc prendre nos responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut accueillir n'importe comment. Il faut organiser l'accueil. Il faut faire en sorte ensuite que les personnes apprennent le français, qu'elles aient une insertion professionnelle. Bref, c'est pas juste donner des papiers, c'est faire en sorte que ces personnes demain deviennent des Français qui respectent la loi française. Donc c'est évidemment un parcours. Ce parcours, il s'organise, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre choix que d'accueillir. Et par ailleurs, il ne faut pas accueillir tout le monde en France. Il faut une clé de répartition à l'échelle de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas de raison que la France assume ça toute seule. N'a pas pris ses responsabilités par rapport aux étrangers qui arrivaient en Italie jusqu'à présent. Non, mais il y a une réalité quand même, c'est que effectivement, on a beaucoup demandé aux pays du Sud au cours des dernières années. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'un meilleur équilibre à l'échelle de l'Union européenne, que tout le monde doit prendre sa part, notamment la France, mais pas uniquement la France. Pour autant, je le disais, il n'y a pas que... Alors, vous parliez de la Libye, des Libyens, on a aussi notamment des Égyptiens. Il n'y a pas de guerre en Égypte. Alors, ça veut dire qu'on doit quand même les accueillir ? Non, mais après, il revient évidemment à l'administration de faire son travail et de voir la situation de chacun. Mais enfin, vous savez, il y a encore quelques jours, j'étais dans un gymnase ouvert par la mairie de Paris pour accueillir des personnes qui étaient à la rue. Il y avait des femmes qui venaient de Côte d'Ivoire. Pendant des années, on nous a expliqué que la Côte d'Ivoire était un miracle économique. Quand vous avez face à vous des femmes, en l'occurrence c'était des femmes, des gosses qui ont 2-3 ans, bien sûr que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un pays qui vous permet derrière d'avoir l'asile. Mais enfin, qu'est-ce que vous répondez à ces femmes et à ces enfants-là? Rentrez chez vous. Elles ont pris le bateau avec leurs gosses. Donc à un moment donné, si ces personnes partent, c'est qu'elles n'en peuvent plus chez elles. Peut-être pas pour des raisons politiques, peut-être pour des raisons davantage économiques. Mais enfin, ça n'en reste pas moins des personnes qui crevaient la dalle chez elles. Et donc, à un moment donné, notre responsabilité, c'est aussi de faire en sorte
avec humanité, qu'on puisse les accueillir. Avec dignité aussi, c'est toute la question. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'accueillir en France des migrants quand on voit notamment un certain nombre de campements, notamment à Paris, qui refont leur apparition. Je pense notamment sous le métro aérien de La Chapelle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi là-dessus d'accueillir des migrants alors qu'on n'est pas capable de les accueillir justement dans la dignité? Mais qui a supprimé 7000 places d'hébergement en 2022? Quel est ce gouvernement qui aujourd'hui nous fait des discours sur l'accueil et qui, au cours de l'année 2022, a supprimé, purement et simplement supprimé, 7000 places d'hébergement d'urgence? Et après, on nous dit « Ah bah ça va être compliqué de les accueillir ». Ah bah forcément. Si les personnes ne sont pas dedans, elles sont dehors. L'équation, elle est extrêmement simple. Et donc, la solution, effectivement, c'est de créer des places d'hébergement, de les créer sur l'ensemble du territoire, pas uniquement à Paris, mais bien sûr de créer des places d'hébergement. Sinon, on ne s'en sortira pas et on retrouvera ces personnes sur le trottoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui arrive sur le sol français, la première étape, c'est le trottoir. C'est le bitume. Et c'est ça qui n'est pas normal. On devrait avoir des centres d'hébergement qui soient des centres de premier accueil et qui permettent à ces gens, avant d'entamer leur démarche administrative, d'avoir un toit sur la tête. Il ne s'agit pas de créer des hôtels 5 étoiles. Hein. On parle de centres d'hébergement d'urgence. Vous pointez justement du doigt la responsabilité de l'État. Est-ce que la mairie de Paris aussi peut aider en ce sens, à ce niveau-là? Elle peut aider, mais il y a des lois en France. Et la loi dit que l'hébergement d'urgence, c'est exclusivement de la responsabilité de l'État. Le boulot d'une municipalité, et c'est ce que nous faisons, c'est de proposer des sites à l'État, proposer notamment des sites qui nous appartiennent. Et en l'occurrence, à Paris, il y a 60 immeubles qui appartiennent à la ville de Paris et qui sont mis à disposition de l'État pour créer des places d'hébergement. Si nous pouvons en créer davantage et si l'État nous accompagne, bien sûr que nous le ferons. Et Yann Brossa sur Sud Radio à 8h21. Cette crise, en tout cas, elle se fait en plein débat, effectivement, autour du projet de loi immigration, avec un gouvernement qui envisage à la fois de durcir les conditions de vie pour les personnes qui ont une obligation de quitter le territoire et dans le même temps d'accorder des titres de séjour pour les travailleurs illégaux sur les métiers qui sont en tension à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Brossa? Est-ce qu'il y a des bonnes choses là-dedans, des bonnes pistes de réflexion? Je conteste le concept de métier en tension. Ça n'existe pas, les métiers en tension. Un métier en tension, ça s'appelle un métier mal payé. Et si aujourd'hui, les patrons, un certain nombre de patrons, ont tant de mal... Ça veut dire que notamment dans la restauration, c'est mal payé? Ça veut dire que c'est mal payé et que les conditions de travail, en tout cas, sont souvent très difficiles. Et donc, ça n'est pas un sujet d'immigration, c'est un sujet de travail. Et la solution à ça, c'est l'augmentation des salaires et c'est l'amélioration des conditions de travail. Mais le gouvernement est en train de tout mélanger, les questions d'immigration et les questions de travail. Et pour ne pas parler d'augmentation de salaire et d'amélioration de conditions de travail, il dit on va amener sur le territoire français des gens qui sont prêts à travailler pour moins cher avec de moins bonnes conditions de travail. Je ne suis pas d'accord avec ça. La solution, c'est l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation des salaires. L'autre actualité hier, c'est cette journée noire qui était vécue dans les transports par les Parisiens, les habitants de l'Île-de-France. Francilien, l'UNSA dit réfléchir à une grève illimitée dans le métro parisien. Vous comprenez cette mobilisation? Est-ce qu'elle vous semble justifiée? La mobilisation est justifiée, mais ce que je vois surtout malheureusement, c'est que la galère dans les transports publics en Île-de-France, c'est pas uniquement les jours de grève, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, il y a de grosses mobilisations en ce moment pour interpeller notamment la présidente de région, Madame Pécresse, parce que les conditions de trafic des gens dans les transports en commun se sont considérablement dégradées ces dernières années. Et depuis la période du Covid, on n'est pas revenu à un fonctionnement normal du métro. Mais enfin, pour ce qui est de la grève, bien sûr, je la soutiens et je pense que les salariés ont raison de se mobiliser pour l'amélioration, notamment des salaires, du pouvoir d'achat, parce que c'est ça aujourd'hui le premier sujet de préoccupation des gens. Le ministre Gabriel Attal qui déclarait hier que les grévistes avaient zéro empathie pour les Français, vous lui répondez quoi? Que si le gouvernement avait la moindre empathie pour les plus modestes, ça se saurait, et que ce qu'on a constaté au contraire depuis 5 ans, c'est que le gouvernement a passé son temps à taper sur la tête des plus modestes qui souffrent de plus en plus. Et donc, franchement, les leçons de Gabriel Attal aux grévistes, je pense qu'on pourrait s'en passer. Bon, alors le patron du PCF, Fabien Roussel, appelle les Français à réoccuper les ronds-points ce matin. Vous appelez clairement au retour des Gilets jaunes, à une forme de révolte de la part des Français face à l'inflation? On verra. De toute façon... on verra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mobilisation, elle ne se décrète pas. Et c'est pas parce qu'on appuie sur un bouton que les gens se mobilisent. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de colère. Et que cette colère,
elle porte sur la même question qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est la rémunération du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez dur et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et c'est même pire, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec l'inflation, elle est pire que pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs les dernières statistiques de l'OCDE. Elles montrent que parmi les pays du G7, la France est le pays dans lequel les habitants ont perdu le plus de revenus réels au deuxième trimestre. C'est pire que le Royaume-Uni, c'est pire que les États-Unis, c'est pire que le Canada. Le gouvernement passe son temps à dire que l'inflation a été maîtrisée en France. La réalité, c'est que nous sommes recordman en France de baisse du revenu pour les familles. Et donc, bien sûr, toutes les conditions sont réunies pour que ça chauffe. Et c'est effectivement ce que dit Fabien Roussel, et il a raison. Et vous appelez du coup à cette mobilisation éventuellement. C'est pas un peu surprenant quand on sait que Fabien Roussel n'était pas présent à la marche contre la vie chère organisée par la NUPES. L'idée, c'est un peu de faire chacun dans son coin? Non, ça veut dire qu'il faut se mobiliser partout. Et quand Fabien Roussel n'est pas à Paris, il est dans sa circonscription à Saint-Amand-les-Eaux, où d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes était puissant. On a besoin d'une mobilisation sur l'ensemble du territoire français. Pas uniquement dans la capitale, pas uniquement à Paris, mais aussi dans cette France périphérique qui souffre beaucoup et qui a très envie que ça change. Yann Brossat, vous êtes le maire adjoint donc de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence, de la protection des réfugiés. Anne Hidalgo a décidé donc d'augmenter la taxe foncière de plus de 50% en 2023. Elle avait pourtant promis de ne pas augmenter les impôts des Parisiens. Pourquoi elle est revenue sur cette promesse électorale ? D'abord parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas prévisibles, notamment l'explosion du niveau de l'inflation. Vous savez, les prix de l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie, pour une municipalité comme Paris, pour les dépenses de la ville, c'est 100 millions d'euros de dépenses en plus sur l'année qui vient. Donc c'est absolument considérable. Et ça, personne ne pouvait le prévoir. Et d'ailleurs, beaucoup de collectivités sont confrontées au même problème que nous, parfois d'ailleurs encore plus durement que nous. Et donc, on devait faire des choix. Et en l'occurrence, la taxe foncière, bien sûr, c'est une augmentation qui est importante, mais ça ne concerne qu'un Parisien sur 3, puisque comme vous le savez, la taxe foncière, elle est payée par les propriétaires, et Paris est une ville qui, aux 2/3, est constituée de locataires. Donc, oui, mais qui seront impactés indirectement, non, puisque... Ah oui ? Non, puisque d'abord, non, la taxe foncière, elle est payée par les propriétaires qui n'ont pas la possibilité... Ils vont pas la faire peser... Non, précisément parce que en même temps que nous faisons ça, il y a l'encadrement des loyers, et à partir du 1er janvier, la ville de Paris aura la possibilité de contrôler l'encadrement des loyers et de sanctionner d'ailleurs les propriétaires bailleurs qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Donc vous voyez, les choses sont tenues, ça concerne 1/3 des Parisiens, et par ailleurs, la taxe foncière à Paris restera très inférieure au niveau qu'elle a partout ailleurs. Je voyais M. Béchu, qui vient d'Angers, polémiquer sur l'augmentation de la taxe foncière. Le taux de la taxe foncière à Paris... Ministre de la Transition écologique. Voilà, oui, c'est vrai que pas grand monde le connaît. Le taux à Paris, ce sera 20%, à Angers, c'est 56%. Donc je veux bien toutes les leçons du monde, et que tous les ministres du monde aillent nous faire la leçon, mais enfin, en l'occurrence, donc, on n'en a pas beaucoup à recevoir. Quand le gouvernement dit que finalement, au niveau financier, c'est mal géré à Paris, pour vous, c'est... Donc, vous savez, je ne suis pas fan des agences de notation, mais en l'occurrence, les agences de notation considèrent que la ville de Paris est bien gérée. Donc, c'est vrai que c'est surprenant de votre part. Oui, mais enfin, je crois que c'est une référence. Je pense que c'est une référence pour la Macronie. Donc, je leur parle le langage qu'ils comprennent. Bon, tout de même, entre 2014 et 2020, la dette qui augmente de 75% à Paris, c'est pas anodin. Non, mais la réalité, c'est que si vous faites de l'investissement, si vous faites des places en crèche, si vous faites du logement social, si par exemple, comme nous l'avons décidé, vous faites la cantine à 13 centimes d'euros pour les enfants des familles les plus modestes. Évidemment que ça a un coût, mais c'est un coût qui est utile, et c'est un choix qui est un choix politique que j'assume. La réalité, c'est que si nous n'avions pas fait ce choix sur la taxe foncière, on aurait dû, par exemple, rendre les transports payants pour les personnes âgées. Moi, j'assume de maintenir la gratuité des transports pour les plus de 65 ans qui ont des petites retraites, parce que c'est aussi comme ça qu'on rend les transports plus attractifs. La droite demandait par exemple aussi baisse de subventions sur certaines associations. Il n'y a pas d'autre solution de diminuer les dépenses de la part de la ville de Paris plutôt que d'augmenter les impôts? On peut évidemment tout regarder. Simplement, la droite, en même temps qu'elle dit ça, elle nous propose tous les jours des dépenses supplémentaires. Regardez le prochain Conseil de Paris.
Paris, si vous prenez l'ensemble des propositions faites par la droite, ça ajouterait des millions d'euros de dépenses. Donc il y a beaucoup de démagogie là-dedans. Je pense que nous avons fait un choix raisonnable et surtout, c'est un choix qui nous permet de faire du logement social, qui nous permet de continuer la transition écologique de la ville et je pense qu'on a besoin de ces investissements-là aujourd'hui. Vous parliez du logement social, vous avez annoncé vouloir arriver en 2035 à 40% de logements publics dans la capitale, 30% dont 30% de logements sociaux. On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est atteignable? D'abord, la ville de Paris a atteint l'objectif fixé par la loi, enfin quasiment 25% de logements sociaux à horizon 2025. Mais pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est pas le fétichisme du chiffre. C'est que si on a envie que les infirmières, que les assistantes maternelles, que les policiers, que les enseignants puissent vivre à Paris, il faut du logement qui soit abordable. Or, le logement privé aujourd'hui, c'est le fonctionnement du marché. Le logement privé, il n'est pas abordable. Et donc, effectivement, maintenant, nous voulons franchir un cap supplémentaire. 40% de logements publics, pas que du logement social, 40% de logements publics à horizon 2035, comme une ville comme Vienne. Vienne, c'est une ville dans laquelle on a aujourd'hui 40% de logements publics et c'est ce qui fait qu'on a une diversité sociale à Vienne qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres villes. Je pense à Londres, par exemple, qui, elle, a un taux de logements sociaux extrêmement faible. Pour conclure, doublement des atteintes à la laïcité à l'école au mois d'octobre, c'est un chiffre, une évolution qui vous inquiète? Oui, c'est une évolution qui m'inquiète. Je pense qu'on doit rester extrêmement vigilant. La religion doit être maintenue à distance de l'école et je pense que les querelles religieuses, les querelles des parents n'ont pas à faire leur entrée dans les salles de classe. Et donc je pense qu'il faut soutenir les enseignants qui parfois courageusement se battent pour faire leur travail et n'ont pas vocation à être sous la pression des religions. Le gouvernement est à la hauteur à ce sujet? Je ne sais pas s'il est à la hauteur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le seul moyen d'y arriver, c'est de donner des moyens à l'école et de soutenir les enseignants lorsqu'ils sont confrontés à ces attaques. Yann Brossat, porte-parole du PCF, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. 8h31 sur Sud Radio. On revient dans quelques instants avec la revue de presse. Maxime Trollo qui nous rejoint. À tout de suite.